On se retrouve avec Juliette pour parler d'amour. À garage. Alors j'en conviens, parler d'amour dans un garage, sacrée combinaison. Mais je vous rassure, ce n'est pas un vrai garage, sinon ce serait un chouïa glauque, vous ne trouvez pas ? Vous vous doutez bien qu'on n'est pas ici pour réparer une voiture. Promis, ce sera beaucoup mieux. Yallah, je t'emmène. Alors garage n'a en réalité pas grand-chose d'un garage, si ce n'est ce côté hangar de cet immense Algeco posé sur un flanc de colline. Le soir, les jeunes s'y entassent et le bruit monte à mesure que des verres sont consommés. La musique est forte, tout le monde crie. Un bar comme un autre, somme toute. Si vous voulez être sûr d'y croiser du monde, il faut venir un jeudi soir, veille de week-end. Une partie de la jeunesse de Ramallah s'y retrouve. Je dis une partie de la jeunesse parce que c'est plutôt la jeunesse dorée, les intellectuels, les artistes des milieux plutôt aisés de la bulle de Ramallah, sur laquelle on reviendra, mais un peu plus tard dans cet épisode. Quoi qu'il en soit, je monte l'escalier de pierre pour rejoindre Juliette. En arrivant en haut de l'escalier, je plisse les yeux. J'avais oublié les lumières rouges qui m'agressent la rétine et m'empêchent de voir où elle s'est installée. Ah si, la voilà. Elle me fait un signe de la main. Ok, je suis en pleine hésitation. Ou sinon... non mais sinon une citronnade, tiens, allez-y. Soyons fous. Juliette est française. Elle détonne un peu ici. Grande, blonde, aux yeux verts, et puis elle est toujours élégamment apprêtée. C'est un peu la parisienne à Ramallah, genre Emily in Paris mais en Juliette in Ramallah. Comme pour parfaire son image de parisienne, elle me dit qu'elle n'a pas beaucoup de temps et qu'elle est un peu stressée. J'ai peur de raconter des bêtises. Est-ce que t'as des questions Avec Juliette, on parle toujours de tout et de rien. Enfin non en fait. Comme elle et moi sommes françaises en Palestine, on partage cette position aussi singulière que banale de se retrouver entre deux feux. Ici en Palestine, on ne pourra jamais comprendre complètement la situation des Palestiniens et Palestiniennes, et la manière dont ils se sentent. Et là-bas en France, personne ne comprend vraiment pourquoi on vit ici, pourquoi on reste vivre ici, et comment on a pu autant s'éprendre de la Palestine. Eh bien, une des explications, c'est aussi qu'on s'est chacune éprise de quelqu'un ici. Et donc, inévitablement, il y a des questionnements qu'on partage. L'amour, ça devrait être un sujet qui allège les cœurs, qui les égaye à coups de paillettes dans les yeux et de papillons dans le ventre. Mais en Palestine, forcément, c'est encore une autre histoire. Alors il y a bien les paillettes et les papillons, mais il y a aussi la réalité. Et vous allez voir que l'amour, c'est une fois de plus un sujet tout trouvé pour parler de l'enjeu des privilèges qu'ont les étrangers par rapport aux Palestiniens dans leur propre pays. On en avait déjà parlé dans l'épisode 1, où on avait bien compris qu'en tant qu'étrangère, j'avais cette immense chance de pouvoir venir en Palestine. Dans le 3e épisode, on avait compris que je pouvais m'y déplacer à ma guise, et dans cet épisode, vous allez voir que la question va se poser encore d'autres manières. Alors, ça veut dire quoi ? Aimer dans cette réalité qui est celle de la Palestine. Commençons par le commencement. Déjà, comment on se rencontre ? Juliette commence à m'expliquer comment elle a rencontré son amoureux, et puis elle s'interrompt. Est-ce qu'on peut changer les noms ou pas ? Et figurez-vous que c'est aussi la première chose que m'a demandé Wissam. Bon, déjà, première chose, nos noms. Ah oui, alors il faut quand même que je vous présente Wissam. Hello. C'est donc l'amoureux de Juliette. Il est palestinien et vit à Ramallah. Tout comme Juliette, Wissam est un homme occupé et ne pouvait pas être avec nous à garage ce soir-là, alors on s'est retrouvés plus tard pour papoter. Oui, je suis très occupé en ce moment. Wissam est assez grand, brun, les cheveux courts et puis il a des petites lunettes rondes à la Harry Potter. Et justement, c'est le cinéma qui les a réunis. Mais ça, ils vous le raconteront juste après. Parce qu'il fallait quand même qu'on s'arrête sur la question. Sous couverture, on change les noms. Alors pourquoi je choisis des noms d'emprunt ? En fait, à partir du moment où Israël se rend compte qu'on est en relation avec un Palestinien, ou même qu'on entretient des relations amicales avec des Palestiniens, peut utiliser ça pour nous empêcher d'entrer sur le territoire, à tout moment. On veut rien qui puisse ruiner ses chances d'avoir un visa. Et en fait, comme toute information peut être utilisée contre nous, on est un peu obligé, je pense, toute personne qui a vécu en Palestine et qui a fréquenté des Palestiniens, que ce soit amicalement ou amoureusement, on est un peu obligé de développer des stratégies pour se protéger. Donc c'est mieux qu'on reste anonyme. Vous vous souvenez ? C'est aussi ce que je vous avais dit dans l'épisode 2, qu'on ne devait pas trop en dire sur nos liens avec la Palestine et les Palestiniens. Forcément, avec un amoureux là-bas, on fait attention parce qu'être interdit de territoire, ce serait la fin de la possibilité de se retrouver. Alors, on ne dit rien. Mais à nous, Juliette et Wissam ont accepté de nous raconter comment ils se sont rencontrés. Elle vivait à Jérusalem à l'époque, ça faisait 1 mois, peut-être moins.
et lui ne pouvait pas aller à Jérusalem. Donc en fait, on s'est rencontrés à Ramallah lors d'un festival culturel à ce moment-là. Elle travaille dans le cinéma, comme moi. Donc, elle était venue à Ramallah pour un festival de cinéma, les Palestine Cinema Days. Je pense que même au début de notre relation, il y a eu un frein qui était son intolérance au lactose, où je me suis dit en bonne française que s'il ne pouvait pas manger de fromage, ça n'irait pas bien loin. Ma première impression, elle était vraiment, vraiment grande, mais super attirante. C'est la première personne où je me suis dit que je pourrais être avec elle, alors qu'elle est plus grande que moi. Et je suis moi-même déjà grand. Elle venait juste de commencer son poste et comme elle était nouvelle, je lui ai fait faire un tour et c'est comme ça qu'on a appris à se connaître. Et c'est même là qu'on s'est embrassés pour la première fois. Et alors ensuite, une fois qu'on se rencontre, on va où exactement? Que font des amoureux à Ramallah? Oui, bah c'est compliqué. À Ramallah, techniquement, tu es toujours au Moyen-Orient. Même si c'est une ville qui est assez libre, on est quand même dans une société qui est une société de la pudeur, où tu vas pas te tenir la main dans la rue à moins d'être marié, et encore, on peut pas s'embrasser, on peut pas se prendre dans les bras. Mais Ramallah, en particulier le centre-ville, c'est un peu plus ouvert que le reste de la Palestine, je dirais. Il y a comme des bulles. La bulle de Ramallah. Ce n'est pas qu'une image, c'est vraiment comme ça qu'on l'appelle ici. Donc, tu as une bulle pour les artistes qui vont à certains endroits. Donc, on a notre propre espace, une vraie bulle où on peut socialiser, des lieux spécifiques où aller et se retrouver. Donc voilà, des cafés, des bars, des centres culturels par exemple. En fait, la relation amoureuse, elle relève du champ de l'intime et donc de l'intérieur. Et donc voilà, c'est la relation, on ne l'expose pas au grand jour. Mais donc oui, les dates vont souvent se faire plutôt dans ces endroits-là. Ou sinon à la maison, petite pizza dans le jardin et voilà quoi. Et bien que cette bulle soit souvent un espace de liberté plus ouvert pour des amoureux, et Wissam et Juliette ont précisé une chose intéressante. Le fait que Juliette soit une étrangère et ce que ça change dans la perception des gens dans la société palestinienne. Surtout quand c'est une étrangère, en fait. En tant qu'étrangère, il y a quand même ce truc où on te voit, t'es blanche dans la rue, on peut pas trop te louper. Et donc il y a à la fois ce truc où tu sens que t'es un objet de curiosité, tu peux être un objet de désir. Il y a une sorte de préjugé comme quoi les étrangères sont plus ouvertes, les occidentales en particulier. En fait, pas toutes les étrangères. Donc quand on marche ensemble dans la rue, même si on était juste amis, on va avoir des regards qui nous jugent. Le fait que Juliette ne soit pas palestinienne pose donc différentes questions. Il y a donc bien sûr les différences culturelles, mais ça c'est une chose à laquelle tous les couples mixtes sont confrontés, vous me direz. Là où la question devient un peu plus particulière, c'est sur la question du où se retrouver. On parlait du visa pour Juliette un peu plus tôt, mais vous pourriez me dire, ok, mais si c'est compliqué pour Juliette de rejoindre Wissam en Palestine, eh ben Wissam n'a qu'à la rejoindre en France, non? C'est vrai ça. D'aucuns pourraient dire que c'est quand même une sacrée chance de pouvoir fuir toute cette violence. Aller vivre la Dolce Vita en France où on peut se déplacer librement entre les villes, où on peut se rendre à la capitale sans avoir besoin d'un permis, et où on peut se tenir la main et se bécoter sur les bancs publics. Alors j'ai posé la question à Wissam. Je ne prévois pas de vivre à l'étranger. J'espère qu'ici, en Cisjordanie, on ne vivra pas une seconde partie du génocide. Mais pour le moment, et vu comment ça se passe, je ne prévois pas d'aller vivre à l'étranger. Je pourrais partir en voyage ou même vivre ailleurs 1 an ou 2 pour le bien de notre relation avec Juliette, mais à long terme, mon business, ma carrière, ma famille, tout est ici. Bon, ça je crois qu'on peut tous l'entendre. Ta carrière, ta famille, toute ta vie est à un endroit où donc tu préfères rester. Mais ce n'est pas la seule raison que va mentionner Wissam. Et moi qui pensais qu'il allait m'expliquer à quel point c'est compliqué pour les Palestiniens et les Palestiniennes d'obtenir un visa pour la France et surtout en ce moment, en fait, c'est sur un autre terrain qu'il nous emmène. Au contraire même pour lui. Il m'explique que dans son domaine, ce serait même le choix de la facilité. En fait, pour lui rester, c'est aussi un choix politique. J'ai comme une sensation d'urgence, qu'on a besoin de moi ici. Tu sais, je ressens un peu cette responsabilité qu'en tant que Palestinien, d'être en Palestine et de donner à la cause palestinienne ce que tu peux à travers ce que tu sais faire, ton domaine d'activité. Par exemple, moi, je travaille dans l'industrie du cinéma et des arts. En réalité, ce domaine m'ouvre beaucoup de portes, surtout en Europe, et en particulier dans des pays comme la France ou la Belgique où ils mettent vraiment en valeur la culture et l'art. Et si tu es bon dans ce que tu fais, c'est beaucoup plus simple pour moi de voyager ou même d'obtenir une carte de séjour en France si je voulais.
Donc effectivement, il y a beaucoup de Palestiniens qui partent. Beaucoup vont en Europe et le secteur est laissé un peu à l'abandon ici. Mais il faut penser à développer le secteur ici et enseigner à la prochaine génération qui reprendra les rênes. Mais aussi créer le processus de création en tant que tel. Quand tu n'as pas toutes les personnes que tu pourrais avoir, leurs compétences, c'est vraiment un challenge. Et c'est pour ça que je ressens cette responsabilité d'être ici et de travailler dans mon secteur. J'ai l'impression de participer à une forme de résistance et de résilience active. Choisir de rester. Juliette a cette formule qui résume plutôt bien la situation. Les choix n'ont pas les mêmes implications. Pour moi, par exemple, le fait de vivre à l'étranger, c'est toujours parce que je suis à nouveau dans une position privilégiée. Ça va être une expatriation, ça va être une aventure. Pour lui, même si c'est venir en France, ce sera toujours un exil. Alyosha Schneider, un chanteur et comédien, a cette formule qui résume parfaitement le dilemme. Dans sa chanson, il demande « Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble ?» C'est un gros problème dans notre relation. C'est le problème de notre relation. On se dispute pas vraiment, on a la même vision du monde. Je me sens très chanceux pour ça d'ailleurs. On est d'accord sur tout ce qui importe, mais le problème, c'est la possibilité qu'on a de pouvoir être ensemble. De manière générale, le danger qu'on représente pour Israël en étant amis ou en couple avec des Palestiniens, c'est simplement en fait de voir de l'intérieur ce qui se passe et donc de pouvoir être témoin d'une réalité qui est la réalité sur place, mais qui est en fait aux antipodes du discours que eux tiennent et de la manière dont eux souhaitent se présenter au monde. Et donc on risque par la suite d'être des relais d'un discours qui va à l'encontre de l'image que eux souhaitent présenter au monde, mais qui est pourtant la réalité des Palestiniens sur place. Si tu es en couple, que tu aimes, que tu sors avec un Palestinien, ça veut dire que tu comprends le point de vue des Palestiniens. Ou au moins tu comprends assez leur point de vue pour savoir qu'Israël impose une occupation, un projet colonial. Donc en ce sens, tu n'es pas le bienvenu ici non plus. Donc en fait, tout est fait pour empêcher ces étrangers de vivre sur place. Peut-être que dans vos oreilles ça sonne un peu complotiste, ou un peu exagéré, je ne sais pas, mais pour montrer que ce n'est pas que de la parano gratuite, Juliette me parle d'un texte qui avait été discuté au Parlement israélien fin 2022. C'est une loi qui s'adresse principalement aux étrangers et qui consiste à contraindre toute personne qui entre en relation avec un Palestinien à déclarer officiellement auprès des autorités israéliennes sa relation dans les 30 jours suivant le début de la relation. Ça permet à Israël d'avoir un moyen de nous suivre et potentiellement de nous empêcher l'entrée sur le territoire. Si tu déclares ta relation, il est très probable que tu finisses par te faire renvoyer d'où tu viens en arrivant à la frontière, ou alors on va refuser ton prochain visa ou quelque chose d'autre. C'est quand même ahurissant, non ? Imaginez-vous. Vous vous éprenez d'un Colombien, disons, et vous allez le voir en Colombie. Vous devrez donc déclarer aux autorités colombiennes « Nous nous sommes mis en couple à telle date et ça fait donc plus de 30 jours que nous sommes ensemble. » J'imagine que peu de gens, même en France, au bout de 30 jours à fréquenter quelqu'un, peut se proclamer officiellement en couple avec cette personne. À ce moment-là, on était encore au tout début de notre relation. Je sais même pas si on avait eu cette conversation à l'époque. Donc, je suis censé déclarer que je suis en couple avec un Palestinien alors que je lui ai même pas déclaré à lui. Nous-mêmes, on n'a pas défini quel genre de relation on a, donc je déclare quoi au juste ? On n'est pas vraiment sûr de la date où on s'est mis ensemble. Est-ce que c'est quand on s'embrasse pour la première fois ? Ou est-ce que c'est quand on se dit « je t'aime » pour la première fois ? Ou quand on se dit qu'on est en couple pour de bon ? J'avoue, je me vois mal avoir ce genre de débat avec un agent de l'immigration à une frontière. Enfin bref, inutile de s'étaler, ce texte n'a finalement pas été adopté. Mais si vous pensez que les difficultés s'arrêtent là, non, je pense qu'à ce stade vous avez bien compris que rien n'est simple. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Juliette quand elle a parlé de sa rencontre avec Wissam ? C'était une petite phrase à la volée, alors concentrez-vous, je vous la repasse. She was living in Jerusalem at the time for like a month or less even. Et lui ne pouvait pas aller à Jérusalem. Juste là, lui ne pouvait pas se rendre à Jérusalem. Et donc par extension nulle part de l'autre côté du mur, puisque comme pour tous les Palestiniens de Cisjordanie, il faut à Wissam le fameux permis. Moi, je suis un Palestinien de Cisjordanie. Donc en tant que Palestinien de Cisjordanie, je n'ai pas accès à ce que nous, on appellerait les territoires palestiniens occupés depuis 1948 et que vous connaissez comme étant Israël et Jérusalem. Pour passer cette frontière, je dois soumettre une demande pour avoir un permis. Et ce permis, dans 90% des cas, n'est pas accordé. Donc c'est vraiment compliqué parce qu'il y a plein d'endroits où on ne peut pas aller ensemble, mais elle peut y aller avec ses amis qui sont aussi étrangers. Donc non seulement il n'y aura pas de grandes retrouvailles romantiques à l'aéroport entre des amoureux qui ne se sont pas vus depuis des mois, mais en plus de ça, ça crée une différence entre les deux, et pas une petite différence. Moi qui viens en Palestine 2 ans, j'ai plus de droits que lui, qui vit pourtant dans son propre pays. J'ai plus de droits en termes de déplacement, de tout. C'est-à-dire que, en fait,
Au sein du couple, on n'est pas égaux puisqu'on n'est pas égaux en droit. Légalement, on n'a pas les mêmes droits. Par exemple, dans un week-end lambda, à me dire bon bah tiens j'ai envie d'aller à la mer, je pars sans lui, mais j'avais beaucoup plus de mal, je me sentais coupable en fait de profiter des droits que j'avais et que lui n'avait pas, alors que c'est des droits fondamentaux normalement de pouvoir simplement se déplacer librement dans ton pays, quoi. Et c'est aussi ce que Wissam m'explique, avec le même exemple d'ailleurs. Pouvoir aller à la mer. Si vous prenez une carte sous les yeux, vous verrez que tous les accès à la mer sont par-delà le mur qu'un Palestinien de Cisjordanie ne peut légalement franchir qu'en obtenant le fameux permis. Et donc Wissam m'explique même que cette différence, ça a été la raison pour laquelle il s'est séparé d'une ex-partenaire. D'ailleurs, j'ai vécu ça dans une précédente relation. C'était l'un des problèmes principaux qu'on avait. J'étais avec une Espagnole, et comme elle était espagnole, elle avait besoin d'aller à la plage. C'était vraiment quelque chose. Donc chaque week-end pendant l'été, c'était journée plage. Pour elle aussi, c'était vraiment un problème, parce qu'elle ne pouvait pas partager avec moi quelque chose qui était vraiment sa passion. La mer, la plage. Au final, ça a été l'une des raisons principales pour laquelle notre relation n'a pas fonctionné. Le privilège qu'elle avait et le droit qui m'était refusé. Parmi les différences de droits et donc de privilèges, il y a donc l'accès au territoire, mais pas que. C'est ce que Juliette m'explique. On est inégaux économiquement, parce que moi j'étais là-bas en tant qu'expat qui du coup gagnait bien sa vie, et que lui, en fait, comme tout Palestinien qui vit sous occupation, l'économie est aussi extrêmement fragilisée, et donc la plupart des Palestiniens, en fait, financièrement, s'en sortent pas, ils sont dans une très grande précarité. Et donc je pense que peut-être que pour lui aussi, ça peut être une forme de violence, une violence économique qu'il a pu subir dans le fait que, en fait, effectivement, généralement quand on sort, en fait, c'est moi qui dégaine la carte bleue et qui paye parce que ça me semble normal que la personne qui a le plus d'argent dans le couple paye. Donc je pense qu'à plusieurs reprises, ça a pu être sujet de tension où lui était là, mais en fait non, j'ai pas envie d'avoir l'impression d'être le Palestinien qui, et même aux yeux par exemple des serveurs du bar, de renvoyer l'image du Palestinien qui en fait s'est juste trouvé une expat blanche riche pour l'entretenir, quoi. Différence de liberté de mouvement sur le territoire, différence en matière économique, et la liste n'est pas terminée. Les fois où on a pu être aussi traumatisé avec les incursions de l'armée à Ramallah, en fait on sait à chaque fois qu'on est dans des positions où on est blanche, on est française, on est privilégiée, enfin voilà, on n'est pas du tout des cibles, ni pour les colons, ni pour l'armée israélienne. En fait, on est témoin en permanence de la violence, mais sans en être la cible. Et en même temps, on a pu, je pense, être témoin de moments un peu traumatisants, à savoir quand l'armée débarque en pleine nuit à Ramallah, il passe 6h30 et où on voit des centaines de Palestiniens qui sont livrés à eux-mêmes parce que la police est rentrée chez elle et n'a plus le droit d'opérer. Et où on voit juste des mecs de 18 ans péter des trottoirs pour récupérer des pierres et être habillés en jean et en t-shirt avec 3 cailloux pour se défendre face à 25 chars blindés de l'armée et des centaines de soldats surentraînés et suréquipés. Et ça peut être des moments qui sont un peu traumatisants. Enfin, moi, par exemple, c'est un moment qui m'a énormément marqué parce qu'en plus, ça s'est passé sous nos fenêtres et qu'on entendait les tirs et les explosions toute la nuit. Mais j'imagine que c'est un moment qui a dû être encore plus traumatisant pour lui et que moi, finalement, j'avais pas forcément la légitimité à dire cet événement-là m'a traumatisé alors que cette violence n'était pas dirigée contre moi et qu'en fait, à aucun moment, j'aurais pu, moi, être en position justement d'insécurité ou de danger par rapport à lui. Alors même si j'ai détesté avoir à le faire, j'ai demandé à Wissam comment lui se sentait par rapport à ça. Cette différence de traitement où l'un a des privilèges que l'autre n'a pas dans son propre pays. Et sa réponse était intéressante parce qu'il a commencé par me dire que, comme vous pouvez vous l'imaginer, ce n'est pas un sentiment des plus agréables, et puis il est revenu sur ce qu'il disait. Écoutez. Imagine avoir des privilèges différents, ou moins de privilèges même. C'était horrible comme sensation, vraiment. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'en tant que Palestinien, on a la peau dure à force. Parce que c'est notre quotidien. Ça ne nous affecte pas si facilement que ça. On s'est habitué à n'avoir presque aucun privilège d'aucune sorte. C'est devenu notre normalité. On a adapté nos vies. En fait, c'est un peu hors sujet, mais je pense que c'est un point important. Si tu regardes, la plupart des jeunes Palestiniens ne comprennent pas tous les droits qu'on leur refuse. Ils ne se rendent même pas compte que ce qu'on vit n'a rien de normal. Parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. Ils sont nés, ils ont grandi là-dedans, leur famille aussi a fini par s'adapter, donc eux aussi s'adaptent. Jusqu'au moment où ils voyagent à l'étranger. Il y a plein de gens qui ne voyagent pas et qui ne comprendront jamais, mais pour ceux qui voyagent, c'est un choc, vraiment. Non Wissam, ce n'est pas hors sujet du tout. Au contraire même.
C'est en plein dans le mille pour que nous, qui vivons dans un pays de liberté et a fortiori en ce moment où on se voit confronté à la question de la restriction de nos libertés petit à petit, nous nous rendions compte à quel point ils sont précieux ces droits et libertés que nous avons et que nous prenons parfois un peu trop pour acquis. Ça pour le coup c'était un aparté. Mais pour en revenir à notre sujet, j'ai demandé à Wissam si c'était quelque chose que lui-même avait vécu en venant en Europe, ce choc. Et sa réponse est sans appel. Bien sûr. Je me souviens que la première fois que j'ai passé une frontière entre deux pays européens, j'étais en France et je suis allé en Espagne. J'ai vraiment eu un énorme choc. Je suis arrivé à l'aéroport en Espagne et c'est tout en fait. Tu arrives, tu entres dans un pays comme ça. Peut-être que c'est normal pour toi, mais moi j'avais vraiment l'impression de faire quelque chose d'illégal. J'ai commencé à chercher les gens en charge de la sécurité, de demander je vais où est-ce que je me fais contrôler, tu veux me fouiller? Je peux pas juste entrer dans un pays comme ça. Donc non, vraiment c'était un énorme choc. Genre je me suis dit waouh, je peux aller d'un pays à l'autre sans que personne ne me demande ce que je fais là? En fait, quand j'ai demandé à Wissam s'il avait vécu ça, réaliser tous les droits qu'on n'a pas alors qu'ils vont de soi ailleurs, je ne m'attendais pas à ce qu'il en ait à la pelle des exemples. Cet été, j'étais en France pour rendre visite à Juliette et on est allé à Marseille ensemble. Je me souviens qu'on marchait près d'une rivière ou d'un canal, je sais plus, et je voyais des enfants plonger. Des enfants qui ne se souciaient de rien d'autre que d'avoir le plongeon le plus athlétique ou la pose la plus photogénique dans. Et j'étais là genre, wow, il y a tellement de choses que tu peux faire quand tu n'as aucune inquiétude. Ils n'ont pas besoin de se soucier de passer un checkpoint ou se faire fouiller, d'être surveillés, et ça encore, ce sont que les petites choses auxquelles on est confronté au quotidien. On ne parle évidemment pas des incursions de l'armée israélienne la nuit, les attaques, les odeurs de bombes lacrymogènes, ou même les choses simples pour se déplacer. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à Juliette, c'est dingue le privilège qu'ont ces enfants et qui leur permet d'avoir une vie normale. Ils n'apprécient pas leur juste valeur, ou en tout cas, ils ne réalisent même pas. Ils sont juste en train de s'amuser à la rivière. Waouh, moi j'ai jamais eu ça dans mon enfance. C'est donc à ce point-là que la différence de droits et donc de privilèges se pose. Et au sein d'un couple aussi. Alors, comment on fait quand cette différence s'immisce dans tous les aspects de la vie, même l'amour, même l'intimité d'un couple? En fait, moi, je reste quelqu'un d'extrêmement privilégié dans ce couple, face à quelqu'un qui, lui, n'a pas les mêmes droits que moi. Et je pense que ça, c'est un réajustement qui n'est pas évident à faire, de justement réussir à construire une relation qui soit saine, stable. Et lui a toujours été dans cette position de « mais non, mais ne t'excuse jamais de ressentir ce que tu ressens, et tes craintes sont légitimes, et tes frustrations sont légitimes, et n'oublie pas ». Une situation normale dans un contexte anormal. Une situation normale dans un contexte anormal. Je leur ai demandé s'ils avaient un exemple d'une situation normale dans un contexte anormal. Quelque chose qui pourrait nous arriver n'importe où, mais qui aurait pris une autre ampleur, puisque précisément, on n'est pas n'importe où. Préparez-vous, c'est loin d'être une histoire banale. De toute façon, je pense que maintenant vous avez bien compris qu'ici rien ne se passe comme ailleurs, alors on va prendre le temps d'écouter cette histoire peu banale. Un jour, par exemple, je l'ai mis vraiment en danger, de mort, sans même m'en rendre compte. C'était au tout début quand elle est arrivée, elle n'avait pas encore compris la situation. J'ai eu beaucoup de problèmes de voiture sur place. Et donc j'avais la première voiture que j'avais, qui était une vieille voiture, une vieille Peugeot un peu décrépite, et qui en fait n'a pas duré longtemps, qui a tenu 6 mois et qui a fini par rendre l'âme. Et en fait un jour, je rentrais toute seule de Jérusalem, j'allais à Ramallah, et en fait ma voiture tombe en panne devant l'entrée d'une colonie, juste avant de bifurquer pour aller au checkpoint, et en fait à l'endroit où il y a systématiquement des soldats qui sont postés et qui ont leurs armes pointées directement sur les conducteurs. Et donc problème de moteur, le moteur se met à fumer, donc j'arrête tout de suite la voiture, panique, puis bon. Et en fait je voyais les voitures qui passaient, les Palestiniens qui passaient, qui ouvraient la fenêtre, essayaient de me demander si ça allait, mais en fait personne n'osait s'arrêter parce qu'ils savaient que c'était pas un endroit dans lequel ils étaient en sécurité. Et puis au bout d'un moment, il y a quand même, au bout de 5 minutes, 5-10 minutes, il y a quand même 2 Palestiniens de Jérusalem qui s'arrêtent, qui essayent un petit peu de m'aider, on n'y arrive pas trop. En fait je tourne la tête et là d'un coup je vois 6 ou 7 soldats israéliens, l'air grave, armés jusqu'aux dents, qui commencent à avancer vers nous et qui, je pense, ont vu cette femme blanche entourée de 2 Palestiniens et qui se sont dit « Ouh là là, faut venir l'aider, quoi ». Et donc moi, qui étais à la fois très alarmée pour ma voiture et en même temps qui les regarde et qui commence à paniquer, donc je me mets à leur faire des grands sourires pour essayer de les rassurer et leur montrer que non, la situation est sous contrôle et je ne me sens pas en danger. Et puis finalement, on finit par
pousser la voiture. Donc en fait, ça a donné lieu à vraiment une situation un peu absurde où on voit plusieurs soldats israéliens, les 2 Palestiniens qui se retrouvent à pousser tous ensemble la voiture vers l'entrée de la colonie pour empêcher qu'elle ne bloque la route. Et donc j'ai Wissam au téléphone pour lui expliquer la situation, moi qui suis un peu gourdasse dans ce genre de situation parce que je ne m'y connais absolument pas en voiture. Elle a paniqué, donc elle m'a appelé pour me demander de venir parce qu'elle avait un problème de voiture. Je lui ai dit « Ok, t'es où ?» Et là, elle me dit qu'elle est en panne à côté d'un checkpoint, vraiment quelques mètres à côté. Et comme je me disais qu'elle était nouvelle, qu'elle n'avait pas encore compris, et je l'ai vue paniquer, effrayée, je voulais pas lui dire « Ah non, je peux pas, débrouille-toi ». Et ma première réaction, ça a été bah oui, bien sûr, viens m'aider. Je comprends pas trop ce qui se passe. Voilà, en fait, je pense que c'était juste l'envie d'être rassurée et de savoir que lui allait prendre soin de la mécanique ou je sais pas, en tout cas être une présence rassurante pour moi à ce moment-là. Pour moi, c'était aussi une sorte de test. Comment j'allais réagir dans une situation pareille? Est-ce que j'allais la soutenir ou lui dire de se débrouiller? Surtout que, visiblement, elle comprenait pas le risque, en l'occurrence. Et en fait, je me suis pas du tout posé la question à ce moment-là du danger que je pouvais lui faire encourir. Waouh, ok. Alors récapitulons. Juliette rentrait de Jérusalem parce qu'elle faisait les allers-retours entre Jérusalem où elle travaillait et Ramallah où elle vivait. Elle revenait de Jérusalem et se dirigeait vers Ramallah avec sa vieille voiture qui promettait de rendre l'âme un jour ou l'autre, et ça a fini par arriver au croisement entre l'entrée de Ramallah et une colonie illégale israélienne. Donc fatalement, là où sont postés plein de soldats armés et suspicieux de tout et de tout le monde. Là, elle a appelé son copain pour lui venir à la rescousse, et là, vu la situation, on comprend toutes et tous que Wissam se soit posé la question à 2 fois avant de dire « Ouais, j'arrive ». Alors toute la question, c'est de savoir est-ce que Wissam est venu ou pas. Donc, j'ai pris un taxi pour aller à ce checkpoint. Il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, c'était plutôt tendu parce que c'était une période où il y avait eu pas mal d'incidents de tir à des checkpoints, donc les soldats étaient suspicieux et s'attendaient à ce que quelqu'un attaque avec un couteau par exemple. Et ils tirent sur n'importe qui s'approche. Les soldats israéliens étaient vraiment en état d'alerte. Et en fait, le taxi le laisse à cette jonction à l'entrée de la colonie. Et en fait, les soldats qui étaient postés plus haut voient d'un coup un Palestinien sortir d'un taxi et se diriger vers l'entrée de la colonie. Et donc se disent terroriste, il va venir et il n'a rien à faire ici, forcément il représente un danger. Et donc en fait, moi je ne voyais pas le soldat, je vois juste Wissam qui commence à avancer vers moi. Et donc j'étais là, j'ai fait des grands signes de la main. Donc moi je me tiens là au milieu de la route. Et en fait, d'un coup, je vois son visage qui devient hyper grave, qui se liquéfie, qui devient totalement blanc. La première chose que font les soldats, c'est de pointer leur arme sur moi. Et moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est « Montre tes mains, montre que tu n'as pas de couteau ». Je le vois, lui, lever les mains en l'air. Et en fait, je comprends qu'il y a un soldat qui est au-dessus et qui est en train de lui pointer son arme dessus en lui hurlant dessus en hébreu. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'es arrêté? Continue. Donc j'avais les mains au-dessus de ma tête, bien ouvertes, pour leur montrer que je n'avais rien. Et j'ai désigné Juliette pour montrer que j'étais simplement là pour aider. Et donc lui qui lève les mains, et en fait les soldats qui moi étaient derrière moi arrivent en panique vers moi, tu connais. J'étais là, oui, c'est un ami. Juliette a dit aux soldats qui étaient à côté d'elle que j'étais avec elle, que j'étais venu l'aider, et donc ça a un peu désamorcé la situation, mais pas complètement. Wissam s'approche de moi au bout d'un moment et je le sens trembler et me dire mais tu te rends pas compte que là le mec a failli me tirer dessus quoi. J'avais quand même une arme pointée sur moi tout du long. C'était pas une expérience, c'était plutôt effrayant. Donc oui, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Oui, ce sont des choses qui arrivent, mais non en fait, ce ne sont pas des choses qui devraient arriver. Si vous vous sentez comme moi en les écoutant, c'est sûrement un mélange de beaucoup d'émotions qui doivent vous envahir. Alors reprenons tranquillement. Wissam est bien venu là où était Juliette pour l'aider avec son problème de voiture et il s'est retrouvé mis en joue par des soldats ultra armés, convaincus qu'il était là pour venir les attaquer, eux ou les colons de la colonie illégale israélienne juste à côté. La situation s'est désamorcée et tout est rentré dans l'ordre. Enfin, dans la mesure de ce que ça peut vouloir dire ici, mais bon. C'était en effet l'exemple parfait pour démontrer ce que c'est qu'une situation normale dans un contexte anormal. Comme le disait Juliette au début de son récit, la question des privilèges se pose donc en des termes de vie ou de mort, à ce stade. J'ai fini par oublier mon privilège et j'ai fini par oublier le danger de la situation dans laquelle on se trouve et dans laquelle je peux le mettre, en oubliant en fait le côté complètement délirant de cette situation sur place et anormal. Et où en fait je me suis retrouvée dans la situation de
la meuf un peu débile qui sait pas comment gérer sa voiture et qui du coup demande à son mec de venir l'aider, mais en oubliant le fait que on est dans un pays qui est sous occupation et qu'en fait là il aurait pu se faire tirer dessus ce jour-là, tu vois. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Est-ce que vous seriez capable de surmonter toutes ces différences ? La différence culturelle, la langue, tout ça bien sûr, mais aussi cette différence de privilèges sur la liberté de mouvement, sur l'économie, la sécurité, être empêché de venir dans le pays l'un de l'autre pour des questions de visa ou parce qu'il existe pour l'un des deux un enjeu existentiel à rester vivre sur ces terres. Ça fait quand même beaucoup d'obstacles, non ? Et le fait de se dire que en fait tout est fait pour nous empêcher d'être ensemble, et donc le fait de se battre et de continuer à faire en sorte que cette relation avance et existe, c'est aussi un moyen de faire un pied de nez à l'occupation et de dire que on continue à vivre, on continue à s'aimer et que vous ne nous aurez pas. Le fait d'être ensemble, c'est aussi finalement un acte de résistance, tu vois. J'ai trouvé cette phrase forte et mignonne aussi. C'est l'amour qui fait faire de grandes choses. Mais ce mot est tellement présent dans la culture palestinienne que je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Wissam s'il était d'accord avec ça. Je sais pas en vrai si je suis d'accord avec ça. J'y ai jamais vraiment pensé de cette manière. Je sais pas. J'ai jamais pensé à nous et le fait qu'on reste ensemble comme un acte de résistance. C'est plus que j'ai envie d'être avec cette personne et ça, peu importe ce qu'il en coûte. Tu contrôles pas de qui tu tombes amoureux. C'est pas politique. Ou alors peut-être qu'on en revient à ce concept d'essayer de vivre une vie normale dans un contexte anormal. Pour une fois, je ne sais pas bien comment résumer son propos justement. Mais je crois que la réaction à chaud de Wissam à la question de savoir si rester ensemble avec Juliette c'était un pied de nez à l'occupation, comme elle dit, ce n'est pas si politique que ça pour lui. Peut-être qu'il n'a pas envie de politiser une fois de plus l'un des aspects les plus intimes de la vie qu'est l'amour. Et ça se comprend, non ? Peut-être qu'on se perd dans des élucubrations inutiles, mais les deux, Juliette et Wissam, hommes et femmes pressés, me disent que le temps file. Il est temps pour Juliette de s'éclipser. Bon, je suis désolée, il va falloir que je file parce que là je suis méga à la bourre. Juliette à Paris ou ailleurs, elle reste pressée et Wissam tout autant, mais lui me précise quand même que... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais là, on n'a pas le temps. Alors du coup, on consacrera un épisode pour aller plus loin à l'amour. Bon, et puis l'un et l'autre qui filent, et moi je me retrouve toute seule à garage. Le temps de me remettre de ces discussions pas banales, et je me souviens que demain, en fait, on doit se lever tôt, très tôt, pour retrouver Lina, à la ferme. Cette fois, c'est bien une ferme, une vraie, promis. Alors rendez-vous demain aux aurores pour partir à la ferme. Yallah, je t'emmène. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 7e épisode du podcast. Comme de coutume, j'aimerais remercier Karim et Ranim pour la musique de ce podcast, Sarah et Lys pour le joli visuel, Mewen comme co-créateur de ce podcast et évidemment, et peut-être parce que c'est l'un de mes épisodes préférés pour le moment, Juliette et Wissam pour nous avoir partagé un peu, beaucoup passionnément à la folie, littéralement, de leur histoire d'amour. Shokran jazilan. Un dernier mot exceptionnellement, cette semaine Marine Vlahovic nous a quittés et on tenait à lui rendre hommage parce que c'est l'un de ses podcasts qui nous a beaucoup inspiré pour ce podcast. Il s'appelle Carnet de correspondante et on vous encourage à aller l'écouter. Toutes nos pensées vont à ses proches. Dans les notes de cet épisode, vous pourrez retrouver toutes les sources et sachez que ce podcast est autoproduit et non monétisé. Donc si vous voulez soutenir ce travail, le mieux que vous puissiez faire, c'est d'en parler autour de vous, le partager, mettre des étoiles, des likes, tout ça. On compte sur le bouche à oreille. Alors maintenant que vous nous avez prêté une oreille, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bientôt.